Si elle écrit depuis toujours, Amanda Ster s'est faite connaître dans le monde du théâtre par le seul en scène, Le Vieux Juif Blonde. Depuis ce succès, elle enchaîne romans, pièces et réalisations de films avec une boulimie d'écriture inaltérable et une reconnaissance internationale à la clé. C'est depuis Los Angeles où elle vit qu'Amanda Ster a bien voulu participer à Dramaturgie, le podcast qui met en scène l'écriture théâtrale. Nous allons aborder son parcours, l'écriture au féminin, mais aussi la singularité de ses récits sous toutes leurs formes. Eh bien, bonjour Amanda. Bonjour Julien. Je vais d'abord savoir quel était votre rapport à l'écriture en elle-même, parce que vous écrivez depuis l'adolescence, si je ne m'abuse. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur, selon vous ? Vous me dites j'écris depuis l'adolescence, mais en fait je pense que j'écris depuis l'adolescence des choses finies, entre guillemets, des romans, etc. Mais j'écris depuis tout. Ça a toujours été une forme de troisième poumon. Je crois que c'est une façon pour moi de vivre. Je me suis jamais vraiment posé la question. À partir du moment où j'ai su écrire, j'ai écrit. Très bien. Donc c'était une sorte de besoin viscéral pour vous Oui, c'est-à-dire d'évader dans qu'encore l'imaginaire. aujourd'hui, j'écris des choses qui font partie de mon métier, des choses qui vont être lues, mais j'écris aussi pour moi. Et c'est assez étrange de se dire au moment de répit, alors que j'ai écrit 6 heures par jour, je vais faire même une liste de courses, je fais pas ça sur mon portable. J'ai besoin de l'écriture et j'ai besoin de cette espèce de passage intermédiaire entre moi et la vie. Il y a mon stylo, il y a l'écriture. D'accord. Et vous écrivez. Et du coup, c'est venu comment ce besoin d'écrire sous différents formats? Parce que vous écrivez des scénarios, des pièces, des romans, des paroles de chansons. C'est une volonté de Alors, faire plein de choses ou c'est venu comme ça? ça a vraiment commencé par l'envie de littérature. D'abord, j'étais une grande lectrice et souvent, je me suis surprise à vouloir. Enfin, je peux dire, pardon, je vais reformuler cette phrase, mais j'étais une grande lectrice et ça a toujours été évident pour moi que j'allais écrire à mon tour, que j'allais écrire des livres. Et ça a été un besoin immédiat. Et ça a été le premier média vers lequel je me suis tournée. J'ai commencé par écrire des livres. Et pendant sur le long chemin qui mène à la publication, j'ai rencontré un homme qui s'appelait Jean-Marc Roberts. Enfin, on a d'abord communiqué par écrit. Il dirigeait les éditions Stock, je pense Fayard, au moment où je lui avais écrit, quand j'avais 15 ans. Il avait lu une de mes premières tentatives de roman. En me disant que ce serait ma vie, qu'il voyait quelque chose, que c'était encore un peu vert, mais il s'attendait vraiment pas à ce que ce soit une fille de 15 ans qui lui réponde. Et il m'a dit mais vous avez un sens du dialogue que j'ai jamais vu chez personne. Écrivez des dialogues. Et lui était aussi un grand scénariste en plus d'être écrivain et d'être éditeur. Et j'avais toujours vu des films, j'avais toujours aimé le cinéma, mais j'avais jamais pensé à l'auteur derrière. Ça faisait pas spécialement partie de ma culture familiale. Et c'est vrai que je me suis dit ah oui, c'est vrai que c'est un métier scénariste. Et j'ai acheté un livre à la Fnac, puis 2, puis 3, et j'ai écrit mon premier scénario, puis plusieurs après, et j'ai gagné un prix quand j'avais, je pense, 17 ans, 18 ans, au Festival de Paris, du meilleur scénario junior. Et c'est comme ça que j'ai vraiment commencé. Et ça a été une sorte de route parallèle. Et ensuite est venue l'écriture de théâtre. Et l'écriture de théâtre, c'est très particulier pour moi, parce que j'y suis arrivée parce que souvent, je n'aimais pas ce que je voyais au théâtre. Et j'étais avec mon ex-mari à l'époque au théâtre, qui lui aimait beaucoup ça, aller voir toutes les pièces qui sortaient. Et d'abord, j'étais assez jeune quand j'ai commencé à écrire du théâtre. J'avais 23 ans, 22 ans. Je regarde une énième pièce où je me suis ennuyée. Et il me dit, bah, puisque t'es si forte, t'as qu'à écrire du théâtre. Et j'ai écrit Le Vieux Juif Blonde. Sans me dire que j'allais reproduire, mais que j'allais réinventer à ma façon. Et je pense que le succès du Vieux Juif Blonde, ça a d'ailleurs autorisé beaucoup
de jeunes auteurs par la suite à proposer des choses plus disruptives. Je trouve que ça a maintenant 20 ans. Et il y a eu un tournant à ce moment-là. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont arrivés à ce moment-là. Florian Zeller, d'ailleurs. Il y avait Sébastien Thierry, la même année, qui jouait Dieu habite Düsseldorf. Et voilà, il y a eu une sorte de renouveau et d'envie de dépoussiérer le théâtre. Bah justement, je voulais revenir sur le vieux juif blond, mais vous l'avez fait, donc c'est parfait. Sur sa genèse en tout cas. Après, là c'était un monologue. Il y a aussi le côté passer à l'écriture de plusieurs personnages. Est-ce que c'était plus difficile ou au contraire un exercice identique? Enfin, pour vous, il n'y a pas eu de différence? Non, alors comme j'écrivais des dialogues de scénarii, j'avais vraiment déjà cette capacité à faire dialoguer des personnages, et je pense que c'est plus facile, à mon sens, qu'un monologue. Un monologue, c'est très complexe de garder quelqu'un éveillé, puis d'autoriser 1 heure et demie avec une seule personne sur scène. Ça peut être assez complexe même pour l'acteur ou l'actrice. Donc je pense que c'est plus amusant à écrire les dialogues, plus léger, plus simple à mon sens. Ok. Après, il faut la bonne histoire à chaque fois. Est-ce que vous pouvez un peu décrire votre processus créatif? Est-ce que vous avez une méthode particulière? Est-ce que vous savez à peu près combien de temps il vous faut pour écrire une pièce? Combien de versions avant celle que l'on connaît sur scène? Ça change vraiment d'une œuvre à l'autre, d'un projet à l'autre. Et il y a des choses qui demandent beaucoup de recherche, par exemple, où je dois comprendre le monde dans lequel je me plonge. Il y a des évidences, il y a des choses qui sont plus douloureuses. Ça les rend pas plus ou moins bonnes. C'est pas comme ça qu'on juge, mais chaque exercice est différent et il faut accepter. C'est comme une rencontre, je veux dire, comme une rencontre d'amitié ou une rencontre d'amour. Il y a des rencontres où on sent qu'il va se passer quelque chose, mais il y a une forme de pudeur et il y a un temps. Il y a un temps pour chaque personnage, il y a un temps pour chaque sujet, comme il y a un temps pour chaque être humain. Et quand je commence une œuvre, je comprends qu'elle va m'imposer son temps. Et c'est assez complexe à expliquer, mais je l'autorise. Et d'ailleurs, ça m'arrive de laisser passer parfois des mois, parfois même des années pour reprendre quelque chose qui était pas encore prête ou pour laquelle j'étais pas encore prête. Donc, je pense que pour ceux qui nous écoutent et qui écrivent, il faut pas se dire qu'il y a des modèles. Il n'y a pas de modèle. Chaque œuvre est différente, comme chaque auteur est différent. En ce qui me concerne, j'ai toujours besoin de savoir où je vous emmène. Donc, j'écris toujours la fin, ou en tout cas, je visualise la fin quand je commence une œuvre, quelle qu'elle soit. Particulièrement un scénario, évidemment, parce que c'est beaucoup plus mathématique. Il faut vraiment respecter une sorte de tempo pour pouvoir garder les spectateurs. Mais je pense que c'est un peu pareil au théâtre et en littérature. Je ne connais pas les chemins que je vais prendre pour arriver à ma destination. Parfois, je prends des chemins de traverse, mais je connais ma destination et c'est pour elle que j'écris. Et vous n'avez pas besoin d'une condition particulière? Ça peut être le matin, l'après-midi, le soir, chez vous, ailleurs. Alors, vous voyez, je vous parle assise à mon bureau et en fait, je me rends compte que souvent, j'écris partout ailleurs qu'à mon bureau. Non, ça m'arrive d'y être, mais j'ai un côté mauvais élève et j'aime bien m'autoriser l'écriture quand elle n'est pas comment dire, professorale. J'ai pas envie d'avoir l'impression que je suis obligée d'écrire. Dès que j'ai une impression d'obligation, j'ai quelque chose qui
qui est très désagréable pour moi. Et souvent, d'ailleurs, quand j'ai une commande ou que je dois écrire quelque chose, c'est là que viennent les grandes idées de quelque chose de complètement différent que je vais commencer sur le côté pour ne pas exécuter mon travail. Donc, oui, vraiment, un truc que je vous recommande pas de faire, mais c'est comme ça que je fonctionne. Et à l'enthousiasme. Et mon enthousiasme, il peut venir à n'importe quel moment. Donc, je peux écrire à une terrasse de café ou dans ma cuisine. J'écris souvent dans ma cuisine ou juste pliée en deux sur le canapé. Donc, à n'importe quelle heure, n'importe quand. Et j'ai cette chance de faire ce métier depuis très longtemps et pourtant d'avoir toujours le désir d'écriture. Donc, c'est pas une punition pour moi de me dire ah, il faut écrire aujourd'hui. C'est toujours réjouissant. Mais quand je sens que c'est pas le bon moment ou c'est pas j'ai pas d'inspiration, comme on dit, je me force pas. J'essaye de laisser l'écriture venir à moi. Il y a un très beau livre que je recommande d'ailleurs qui parle de ça, qui s'appelle L'urgence et la patience, un livre de Jean-Philippe Toussaint, et qui explique même comment parfois il se frustre d'écrire pour que quand ça sorte, ce soit extrêmement puissant. Il écrit des phrases dans sa tête et il les met pas sur le papier, il les laisse partir. Et il y a quelque chose d'assez joli dans ça et je me reconnais vraiment dans la manière qu'il a d'expliquer son processus. Et comment vous qui écrivez des romans, etc., comment vous dites, tiens, là, il faut que j'écrive une pièce? Est-ce que c'est selon la commande ou selon l'inspiration? Est-ce que vous pourriez faire d'un coup plein de romans et puis pas de pièce du tout? Ou alors une pièce intègre entre les deux? Comment vous voyez ce processus? Là aussi, j'ai pas vraiment de règles pour ça. Les sujets sont souvent très différents pour moi. Il y a des sujets de théâtre et des sujets de romans. Je peux pas vraiment expliquer comment comment je m'impose une forme ou une autre, mais disons que le théâtre, il y a quand même ce besoin d'unité de lieu, d'un sujet qui va amener une rencontre entre des personnages, ou alors quand c'est un monologue, c'est quand même quelque chose qui doit être défini dans un cadre. Il y a des particularités qui vont avec le théâtre. Je sais pas trop comment. Vous m'avez demandé comment Oui, comment une pièce intègre finalement dans tout ça, quoi. Le théâtre, il y a aussi d'autres choses plus complexes qui font que un roman, d'abord, on est vraiment seul maître à bord. Et puis, je sais qu'une fois qu'un de mes romans est terminé, en règle générale, il est publié. Alors que le théâtre, il y a tellement ce temps long pour monter une pièce, trouver les bons acteurs, trouver le metteur en scène. Et en fait, parfois, j'ai juste un épuisement du processus qui va autour de l'écriture de la pièce. J'ai plein de pièces que j'ai écrites qui n'ont pas été jouées. J'ai l'impression que d'en écrire une supplémentaire, c'est comme si j'abandonnais celle que j'avais écrite avant, que j'ai pas réussi à monter. Parfois, il faut faire le deuil de certaines œuvres qui ne voient pas le jour. Et souvent, d'ailleurs, c'est pas très logique. J'ai des pièces étranges qui ont été montées et des pièces beaucoup plus simples d'accès qui pourtant ne trouvent pas le bon écrin ou les bons acteurs. Voilà, donc ça fait partie aussi de toutes ces choses-là. C'est-à-dire que les seuls romans que j'ai dans des tiroirs, c'est des romans qui précèdent le point de départ de ma publication. Une fois que j'ai été publiée, j'ai jamais écrit de romans qui ne l'ont pas été. Alors qu'au théâtre, c'est différent. Et donc, parfois, j'ai un peu cette amertume ou ce manque de courage de retourner affronter ce que ça signifie d'aller chercher une salle, un producteur, des acteurs, etc. Je comprends bien. Est-ce que vous avez été surprise par le succès rencontré presse et public par vos premières pièces, justement? Ah, évidemment. Alors d'abord, Le Vieux Juif Blonde, il y a des gens qui m'ont appelé pour me dire qu'il y avait une faute d'orthographe sur le titre. Donc j'ai expliqué que non, c'était fait exprès.
Alors la pièce, elle était complexe à monter. Aujourd'hui, quand on vous dit une pièce avec Mélanie Thierry, vous êtes ravis, mais à l'époque, personne ne voulait de Mélanie Thierry, qui était inconnue, qui avait fait un film plus jeune et puis qui avait décidé d'arrêter ce métier carrément. Moi, j'ai écrit la pièce pour elle. Je voulais que ce soit juste elle. On m'a dit, on m'a proposé plein d'actrices connues à l'époque en me disant allons dans une plus grande salle avec telle ou telle actrice et j'ai tenu bon. Et ça a été une énorme partie du succès parce qu'elle est extraordinaire. Et donc, on était dans cette petite salle de 90 places à 19h, la petite salle des Mathurins, qui est magique, qui est magnifique. Et je serais encore ravie d'être jouée là-bas, mais je veux dire, c'était pas un événement, c'était vraiment une petite salle. Et premier jour, je me suis dit, mais il y aura personne, comment on va remplir la salle? Et il y a beaucoup de tickets que j'ai achetés pour inviter les copains en me disant, la salle va être vide, je vais la faire jouer la pauvre toute seule. En plus, un monologue devant une salle vide, c'est compliqué. Il n'y a pas les copains pour nous soutenir. Et je me souviens, j'étais avec Jacques Weber, donc le metteur en scène, et on était en train de boire un verre dans ce tout petit bar en bas, en face de la petite salle des Mathurins. Et puis, les gens sont sortis et j'ai vu sur leur visage qu'il s'était passé quelque chose de magique dans cette salle. La salle était trop petite pour que Jacques et moi, on s'installe sans que ça soit distrayant pour les gens ou sans que voilà, on voulait vraiment laisser ça à Mélanie et donc en fait on n'a pas vu cette première euh, et on a juste reçu l'émotion des spectateurs qui nous prenaient dans leurs bras en sortant, qui pleuraient, et, euh, et je me suis dit waouh, ok, c'est peut-être parce que c'est des copains et tout, et puis voilà, ça a fait qu'augmenter. Je pense que la presse que j'ai eue sur le vieux juif blonde, unanime, je ne l'aurai plus jamais. Enfin, en tout cas, ça a été quelque chose d'assez puissant à vivre. Et puis la naissance d'une grande actrice, quoi. Donc, ouais, je me rappelle comme un très beau moment. Je viens de publier, d'ailleurs, pour les 20 ans du vieux juif blonde, on a republié le texte avec une préface où j'explique beaucoup de choses à ce sujet. Pourtant, vous aviez Jacques Weber quand même en metteur en scène, donc c'était pas non plus n'importe qui. Oui, je pense il est tombé amoureux et du texte et puis par la suite de l'actrice, mais vous savez bien que malheureusement, un metteur en scène, c'est pas lui qui met des gens dans une salle, donc j'avais pas l'impression de, enfin, j'étais pas. Et Jacques Weber avait fait aussi un travail extraordinaire, mais voilà, c'était un peu un moment, une rencontre, une alchimie. Puis on sait très bien que de toute façon, même avec des stars, parfois les choses ne prennent pas. Donc c'est pas ça. Ça m'a en tout cas appris beaucoup sur le fait d'imposer mon instinct sur les acteurs et les actrices qui jouent dans mes textes. Souvent, j'ai imposé des acteurs très différents, que ce soit d'ailleurs au cinéma ou au théâtre, quand j'impose Rossi De Palma pour le rôle principal de Madame. Personne ne veut d'elle, elle est trop étrange, elle n'est pas assez jolie, elle est ceci, cela. Et je tiens bon, et je pense que c'est ça qui fait la force du film. Et tout au long de ma carrière, j'ai choisi souvent des acteurs assez inattendus et qui sont pas forcément des têtes d'affiche, parce que je pense que ce qui est important d'abord, c'est l'authenticité du travail. C'est de se dire qu'on est fier, que c'est cette personne-là qui aurait dû jouer. Et après, on s'adapte aux tailles de théâtre, peu importe si cette personne ne nous fait pas aller dans un immense théâtre. Après le vieux juif blonde, j'aurais pu enchaîner l'espèce de très grosse machine et aller vers uniquement des stars. Et j'ai pas fait ça. J'ai fait des choses, des choix particuliers. Et justement, après le succès de cette première pièce, est-ce que c'était plus difficile pour vous de vous remettre à écrire du théâtre? Est-ce que c'était une pression supplémentaire ou au contraire, finalement, allons-y, quoi? Alors, en réalité, la pièce qui a joué après ça, c'était Thalasso, et c'était une pièce que j'avais écrite avant. La première fois que j'ai écrit du théâtre, c'était Thalasso, et j'étais en train de commencer à la monter quand j'ai écrit Le vieux juif blonde comme une fulgurance qui arrivait très vite.
de manière assez surprenante. Et cette pièce est passée avant, voilà. Mais j'avais déjà cette suite. Et non, moi, je fais pas partie des gens que le succès inhibe. C'est plutôt l'inverse. Je pense que ça m'encourage et au contraire, quand j'ai des échecs, c'est une énorme remise en question. C'est beaucoup plus compliqué pour moi. Voilà. Hmm. Ok. Il y a des thématiques récurrentes dans vos œuvres. Est-ce que c'est quelque chose dont vous vous rendez compte après coup ou au contraire, vous savez que vous allez parler de cette thématique? Je pense à l'identité notamment. Et il y a des thématiques récurrentes et j'ai des obsessions. Je pense comme tous les auteurs, on écrit parce que il y a une névrose qui n'est pas, Hmm. pas complètement soignée ou j'aime bien parler d'obsession, c'est vraiment ça. Euh, mais comme elle prend souvent des contours très différents dans mon travail, c'est-à-dire que à la fois les gens qui me connaissent me reconnaissent, enfin qui me connaissent comme auteur, me reconnaissent dans mon travail, et en même temps je vous emmène jamais au même endroit de la même façon. Euh, mon travail est très éclectique, c'est très différent d'une chose à une autre. Donc souvent, je suis moi-même bernée par les contours de l'œuvre avant de me rendre compte qu'en fait, oui, je parle souvent de la même chose, mais d'une façon différente. Hmm. Et l'humour d'ailleurs semble habiter davantage vos dernières pièces, à mon sens en tout cas. Est-ce que c'est un besoin de rendre les choses plus légères, entre guillemets? Alors, il y a toujours eu de l'humour, même dans Le Vieux Juif Blonde, il y a de Ah oui. l'humour. Thalasso, c'était une comédie. Moi, j'aime beaucoup. Mon travail est très italien dans ce sens que j'aime beaucoup la comédie qui fait irruption dans des œuvres dramatiques et inversement. Donc, il y a jamais une œuvre monolithique, on peut dire, dans ce que j'ai écrit. Il y a toujours ou l'intrusion d'un peu de comédie dans le drame ou l'inverse. Euh, et en tout cas, ce qui est amusant dans la dernière pièce dont vous parlez, le rôti, c'est que je l'ai écrite et entendue jouer d'une façon complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, elle a pris, le metteur en scène a pris une direction hyper boulevard euh, et qui me plaît beaucoup. C'est très marrant. De ce que j'en ai vu sur un téléphone portable, puisque figurez-vous que je n'ai pas encore vu la pièce. Je vais la voir dans 10 jours à Paris. Mais elle est vraiment loin de ce que j'avais écrit dans la teinte. Je pensais que ça allait être beaucoup plus grinçant, beaucoup moins drôle. Et en fait, il a vraiment tiré dans cette direction. Donc c'est ce qui est assez amusant et c'est souvent pour ça que je refuse d'ailleurs les captations de pièces parce que je me dis que une même pièce peut vraiment prendre des contours extrêmement divers selon la personne qui la met en scène, selon les acteurs, selon le lieu, selon même ce qu'attend un public quand il y va. Donc ça, c'est un public qui va avoir souvent des comédies, puisque c'est un lieu de comédie, Comédie Saint-Martin. Un décor très boulevard, des acteurs qui joue vraiment sans retenue. Et c'est un genre que je méprise pas du tout. Je trouve ça extrêmement sympathique. Et c'est peut-être assez intéressant d'ailleurs de prendre ce déguisement pour que la pièce puisse faire passer des messages assez graves en fait, enfin, qui j'espère font réfléchir les gens. Donc voilà, toujours une envie de rire pour moi, mais aussi derrière un sujet plus social. Hmm. Et vous qui avez écrit et réalisé des films, vous n'avez jamais eu le fantasme d'adapter une de vos pièces? Au cinéma, oui, Ouais. ça se pourrait très bien. Ça se pourrait, mais ça s'est pas encore présenté. J'ai adapté mes romans et c'est drôle parce que là, je suis en train de travailler sur l'adaptation de mon dernier roman, C, qui pourrait d'ailleurs être une pièce aussi. Euh, j'ai pas encore, fait cet exercice-là. D'ailleurs, que ça m'amuserait que même d'autres gens s'en emparent pour. Ouais. Si j'ai voulu adapter le lien à un moment, puis j'ai pas réussi
à faire le film. Mais c'est la seule, ouais. Non, Et, même Thalasso, les droits avaient été achetés pour Thalasso, puis ça s'est jamais fait. et vous qui vivez désormais aux États-Unis, est-ce que vous êtes influencé dans votre écriture par la création américaine, anglophone? En termes de théâtre, vous En parlez? termes de théâtre, même aussi en termes de romans, mais oui. Je pense on est toujours influencé, même malgré soi. Ils ont, ils ont beaucoup de qualités et aussi des choses ouais, moins intéressantes qu'en France. En fait, je pense faut prendre ce qu'on peut prendre dans chaque lieu. En tout cas, moi j'habite à Los Angeles. Malheureusement, la scène théâtrale, elle est vraiment à New York. Mais ça m'arrive d'aller à New York voir des pièces. Mais c'est loin, hein. Ça m'arrive comme quand ça m'arrivait d'habiter quand j'ai habité en France. Et c'est vrai il y a une exigence, il y a un théâtre vraiment extrêmement intéressant à New York, avec pour moi un défaut qui fait que j'ai du mal moi à être jouée là-bas, c'est que c'est des pièces extrêmement longues et c'est pas pour la meilleure des raisons, c'est souvent parce qu'il y a un entracte et c'est là qu'ils vendent des pop-corn en Hmm. gros, hein. Je fais courte, mais c'est vraiment ça. Et pour moi, c'est trop long les pièces de 2 heures et demie, 3. Je trouve ça, moi comme spectatrice, ça m'ennuie. Donc il faudrait vraiment qu'il y ait un sujet qui s'y prête et que je me dise, ok, ça mérite 2 heures et demie. Euh, et, mais c'est vrai comme la compétition est extrêmement féroce à New York, puisqu'il y a tellement d'auteurs et à l'arrivée, pas tant de théâtre que ça en comparaison au nombre d'habitants. Je veux dire, par rapport à la France, c'est pauvre. L'offre est pauvre. Donc, évidemment, il y a une compétitivité et donc, c'est souvent les meilleurs qui arrivent et les meilleurs sont extraordinaires. Donc j'apprends toujours en regardant des autres. Et à Los Angeles, on est plus au pays du cinéma où je vis. Disons que ce qu'on peut apprendre ici, c'est qu'il n'y a pas de mépris sur ce qui fonctionne. En France, il y a toujours cette espèce de snobisme avec la popularité. Hmm. Dès que quelque chose est populaire, ben, c'est moins intéressant. D'ailleurs, je l'ai ressenti tout le temps. D'ailleurs, dès que le Vieux Juif Blonde était devenu une pièce hyper connue, que tout le monde aimait, les gens se disaient oui, ouais, c'était pas si formidable que ça. On est passé de gens qui mettaient des superlatifs qui n'avaient aucun sens. D'ailleurs, c'était beaucoup trop, quoi. Mais on est passé de c'est du génie, c'est moi, c'est médiocre. On parle de la même pièce en quelques mois, quoi. Et donc, dans les extrêmes, c'est toujours un peu absurde. Mais c'est vrai qu'ici, on apprend que la qualité euh, mène souvent à la popularité et que, en tout cas, quand quelque chose fonctionne, on a une leçon à en tirer. Et donc, c'est toujours intéressant. Pareil, ici, c'est tellement compétitif. Je suis dans une ville où tout le monde fait ce métier, tous les chauffeurs Uber, tous les serveurs de café, tout le monde est soit acteur, soit réalisateur, soit auteur, a un script chez lui. Et, euh, et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à sortir du lot? C'est complexe parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du talent, hein, beaucoup, beaucoup. Donc oui, je suis influencée. Je suis influencée forcément aussi par le fait de voir le monde politiquement depuis un endroit qui a un impact assez énorme, voir sans entrer dans la politique, voir un pays se transformer avec une sorte de polarisation du débat. Et souvent, ce qui se passe ici, le bon comme le mauvais arrive un peu en boomerang quelques années après en Europe. Il y a toujours un petit décalage. Je vois par exemple sur le mouvement MeToo qui a été initié ici, qui est arrivé ensuite en France. Il y a toujours un petit décalage et même dans les réactions. C'est comme si de vivre ici, ça me permettait d'anticiper la suite des événements de manière sociale en tout cas. Hmm. Vous avez écrit, enfin coécrit une pièce avec David Fuenkinos, donc Ouais. ami.
Comment se déroule l'écriture à quatre mains entre deux écrivains qui sont aussi des dramaturges? Alors celle-là, de manière très amusante, puisque j'avais loué une maison en Normandie pour les vacances avec les enfants, avec des copains. Et David est venu avec son fils. À l'époque, il n'avait pas encore sa fille. Ouais. Il est venu avec Victor. Et les enfants étaient en train de jouer au foot et tout. Moi, au bout de 2 jours en vacances, j'aime bien faire la cuisine tout organisée pour tout le monde. Mais après, je m'ennuie, j'ai besoin de travailler. Et donc, David me voit en train d'écrire. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Et on est tous les deux avec un petit verre de rosé. Et je lui dis, ah, mais j'ai trouvé cette idée hyper drôle. Ouais, et je lui pitch Ami. Il me dit, non, mais moi aussi, je veux l'écrire et tout. Et je lui dis, bah, très bien, allons-y. Et on a vraiment écrit à côté, ce qui est rare. Souvent, on n'a pas ce temps-là. Mais là, on a eu cette bulle où on a écrit, en tout cas, posé toutes les bases. Euh, et ri. Et comme quand on parle de dialogue, quand on est soudain l'un et l'autre, c'est assez amusant. Je pense que de mémoire, on a alterné, mais on a été l'un a été un des personnages, l'autre était l'autre. Ça permettait de se répondre. Voilà. Et ce qui est assez drôle, c'est que on s'entend très bien, évidemment, mais on n'a pas toujours le même humour. Et il y a des choses qui font rire que David dans la pièce, des choses qui font rire que moi, et on a accepté de mélanger ces deux humours. Et à la première, d'ailleurs, on se regardait pour voir qu'est-ce qui allait faire le plus rire dans la salle. Voilà, et donc je ne révélerai pas qui a écrit quoi, mais c'est vrai que ensuite, c'est devenu un tout. Et c'est drôle parce que c'est ni ce qu'écrit le résultat, c'est ni les choses qu'écrivent David, ni ce que j'écris moi. C'est vraiment une voix différente qui est David plus moi. Étonnant. Quand j'ai lancé ce podcast, je me suis rendu compte qu'il y avait finalement très peu de femmes dramaturges reconnues, malheureusement. Vous, depuis 20 ans que vous faites ce métier, est-ce que vous avez vu une évolution ou vous Ouais, je vois une évolution, mais elle est hyper lente. Je vais même vous dire raconter une très jolie anecdote. Le jour de la dernière au Mathurin du vieux juif blond, de la dernière de Mélanie, il y a Yasmina Reza qui est venue voir la pièce et en sortant, elle m'a dit bah, je voulais voir cette pièce dont tout le monde me parle et il paraît que ça y est, je vais enfin avoir une concurrente. Elle m'avait dit ça de manière très amicale et amusante et amusée. Et je voyais qu'elle était émue de voir une femme qui enfin était célébrée comme dramaturge. Et bon, en plus, évidemment, j'ai beaucoup d'admiration pour elle, donc j'ai été touchée. Et elle m'a dit des très jolies choses. Et je comprends aujourd'hui, 20 ans après, son émotion, parce que moi, je l'ai quand je vais voir des pièces de jeunes femmes. Je trouve qu'il y en a un peu plus. Je me rappelle d'ailleurs qu'au Maturin avait été créé ce festival pour avoir plus de dramaturges féminines. Et Yasmina et moi-même avions fait l'ouverture et la clôture de ce festival avec des mini-pièces. Une de mes pièces d'ailleurs qui s'appelait Mur, ensuite a été jouée dans sa version longue plus tard. Et c'était vraiment balbutiant. Je voyais que c'était le début et qu'ils avaient demandé à des femmes écrivains d'écrire des pièces, mais c'était pas vraiment des dramaturges. Elles avaient fait des choses jolies pour l'occasion, mais on sentait que c'était pas leur ADN. Et là, petit à petit, ça arrive. Mais honnêtement, c'est un métier très particulier. C'est un monde très misogyne encore. C'est en train de se transformer, mais c'est lent. Voilà, c'est lent. Et je sens que c'est plus complexe que pour mes confrères. On va dire ça, on a appelé ça des confrères aussi dans le théâtre. En tout cas, les auteurs masculins, je pense qu'il y a un temps. D'ailleurs, La Nuit du vieux juif blonde, je suis même pas nommée meilleur auteur au Molière, alors que la pièce est encensée et ça m'est jamais arrivé. D'ailleurs, j'ai jamais été nommée au Molière après avec tout le travail que j'ai fait. Ouais, je ne me demandais même pas d'en gagner un, mais genre, je n'ai même pas été nommée au Molière. Jamais dans ma carrière. Et bon, c'est assez
visible, parce que si on demande aux gens quelles sont les femmes qui écrivent du théâtre, je pense que malheureusement on n'en cite pas beaucoup, et il n'y a pas vraiment de reconnaissance de mes pairs, quoi. Ça prend du temps, et je vous le disais, ça prend du temps pour moi de monter des pièces, et pourtant j'ai fait que des succès au théâtre. J'ai vraiment eu que des succès de public, en tout cas, et donc c'est assez dur à comprendre. Si on devait définir l'écriture d'Amanda Sters, dramaturge, en quelques mots, ça serait quoi? Je me dis que c'est un peu du poil à gratter. C'est quelque chose qui va amuser, mais qui va agacer. C'est quelque chose qui va en tout cas, vous déstabiliser. Je pense qu'il y a quelque chose dans mon écriture au théâtre un inconfort qui va vous faire rire ou vous faire peur, ou voilà, qui va vous faire réagir. Mais disons que je souligne des dysfonctionnements humains ou sociaux, et que je les traite d'une manière originale, j'espère, particulière. Et est-ce qu'il y a des auteurs de théâtre dans votre panthéon? Ah oui, évidemment. Il y aurait qui? Après, je vais vous citer des gens voilà, c'est pas très original, mais oui, évidemment, enfin, évidemment Shakespeare, c'est j'ai toujours eu un rêve un jour, si je devais faire une mise en scène, de mettre en scène Shakespeare de manière très très peu conventionnelle, de réinventer les choses. Mais je suis pas la première à le faire. Je veux dire, quand un auteur arrive jusque là, c'est bien qu'il y a une magie. C'est drôle parce que je suis allée voir Le Bourgeois gentilhomme la dernière fois, Jean-Paul Rouve, cette reprise, et c'est le texte d'origine, et on se rend compte à quel point Molière est complètement d'actualité quand on le joue de manière très contemporaine, et que c'est pas poussiéreux. Donc voilà, il y a des grands auteurs de théâtre, mais dans les jeunes auteurs, malheureusement, j'ai une tristesse de pas être plus en France, puisque j'ai du mal à aller voir les pièces récentes. Évidemment, il y a mon ami Florian Zeller que j'admire, mais je sais jamais si j'admire parce que c'est mon ami ou parce que c'est un grand auteur. Il y a toujours une chose particulière quand on se connaît très bien, mais oui, je pense quand même que je ne suis pas la seule. Maddy Mourad, j'aime beaucoup. Et j'avais beaucoup apprécié de voir une pièce de Léonore Confino que j'avais vue à la Comédie Saint-Martin à l'époque, dans Petit Saint-Martin. Et j'avais trouvé ça très puissant. Je pense quand on parle des voix féminines qui arrivent, elle en fait partie, quoi. Enfin, qui plus qu'arrive, elle est maintenant installée, mais voilà, c'est une des autrices que je suis et que j'admire. Eh bien, je l'ai interviewée il y a peu de temps, donc voilà. Ah bah, je vais pouvoir écouter ça alors. Et quels conseils pourriez-vous donner aux auteurs ou autrices qui voudraient se lancer dans l'écriture théâtrale? Pour les jeunes ou moins jeunes auteurs Oui, qui bien veulent sûr. se mettre à faire du théâtre, mon conseil, ce serait d'apprendre les règles pour leur désobéir. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment on fabrique une pièce de théâtre, comment elle est construite, pour pouvoir ensuite contourner ça, réinventer. Mais quand Picasso peint ces visages qui ont l'air d'être enfantins, il peut le faire avec autant de maestria parce qu'il sait peindre de manière classique. Et je pense que c'est très important de ne pas partir à l'aveuglette sans comprendre vraiment la façon dont on doit construire du théâtre de manière classique. Donc apprenez, lisez, allez voir tout ce que vous pouvez, et ensuite permettez-vous de réinventer votre voix quand vous maîtrisez le langage du théâtre. Merci beaucoup, Amanda. Avec plaisir. Cet entretien a été réalisé à distance le 27 avril 2026, ce qui explique une différence de son avec les autres épisodes. Vous pouvez retrouver Le Rôti, la dernière pièce en date d'Amanda Sters, à la Comédie Saint-Martin jusqu'au 15 octobre, et je la remercie vivement pour le moment privilégié qu'elle m'a accordé. Continuez d'aller au théâtre et lisez-en, ça peut être très intéressant.